Maladie génétique caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux. Albinisme sort du latin albus qui signifie blanc. En 2018, l'Association nationale des albinos évoquait un chiffre entre 467 et 1401 personnes atteintes de l'albinisme au Togo. Le droit des enfants albinos est-il spécifique? On évoque la question dans votre émission et nous, bienvenue à tous et bonjour. Je suis Edwige Pedo. Dans ce studio, je serai avec Robert Hugues Yaovi Nagbi, les sociologues de formation représentant de l'association Les Cœurs d'Ange. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Les Cœurs d'Ange, faites-nous découvrir votre organisation. Merci beaucoup. Les Cœurs d'Ange, c'est une association de droit française. De droit français, j'allais dire plutôt. C'est une association mise sur place par la Miss Togo 2016, mademoiselle Dalmeda Balbino. C'est vrai que déjà, dans le cadre de son mandat, au niveau du comité d'organisation des Miss. Son mandat social, mais je crois qu'elle-même, elle est beaucoup plus attirée vers les enfants vivant avec l'handicap. Donc, c'est comme ça, en 2019, elle a mis en place cette association qui accompagne d'autres organisations locales ici au Togo et un peu partout en Afrique. Et quels sont les domaines spécifiques que vous touchez au niveau des Cœurs d'Ange? Oui, ok. En fait, le focus déjà est mis sur les enfants. C'est les enfants vivant avec le handicap. On en a les organisations que nous accompagnons. Nous en avons 3. Il y a les enfants IMC. Ok, excusez-moi les termes que les gens appellent acteurs, les Torossou et autres là. Les enfants qui ont perdu peut-être trisomie 20 ans ou bien qui intellectuellement ou bien psychologiquement ne sont pas... Il y a une déficience. Voilà. Ouais. La seconde catégorie, c'est les enfants et les adolescents malvoyants ou non-voyants carrément. Et là, pour ces deux catégories, c'est déjà dans Lomé. Par contre, à Tapamé, nous accompagnons une organisation qui elle-même fait la prise en charge des enfants albinos et c'est le cadre de notre émission ce matin. Alors, vous avez fait la transition, justement. L'albinisme, c'est quoi et pourquoi une prise en charge précoce? Je crois que déjà dans votre introduction, vous l'avez dit à suffisance. L'albinisme, c'est une anomalie génétique, héréditaire, mais qu'il faut préciser, qui ne se transmet pas. Ce n'est pas comme la tuberculose, les IST. Le diabète. Voilà, c'est une maladie non transmissible. Par contre, ça se transmet, comme c'est génétique et héréditaire, ça se transmet de génération à génération. Donc, il faut que les deux parents aient déjà ces gènes-là pour pouvoir le transmettre à leur enfant. Et donc, ça affecte la pigmentation et se caractérise par une production, un déficit de production de la mélanine. Voilà. Et comment cela s'explique? Comment on peut comprendre ce déficit-là au niveau de la production du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux? Je crois que peut-être les médecins seront beaucoup plus à l'aise d'en parler. Nous, ce que nous observons, c'est que généralement, les parties de l'organe qui sont affectées, c'est surtout la peau, c'est les cheveux, c'est les yeux. Et, voilà. Donc, alors, je reviens à ma question. Pourquoi une prise en charge précoce? Voilà. Oui, ça c'est très important parce que, comme nous le disons, c'est une anomalie, mais avec le temps, ça traduit beaucoup d'handicap pour ces personnes-là, et notamment les enfants albinos. Et ça nécessite une prise en charge parce qu'il faut déjà que
qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut vivre avec l'albinisme, comment est-ce que vivre peut-être normalement avec l'albinisme, comment réduire les impacts que cette anomalie-là draine sur la vie des gens, des personnes albinos. Donc forcément, ça demande, c'est lié, la question de peau, c'est lié également à l'exposition au soleil. Et donc, il est important déjà d'expliquer aux personnes, ne vous exposez pas aux rayons du soleil, parce que ça vieillit la peau. De même, comme ces personnes-là ont une vision assez faible, là également les rayons du soleil. Donc là, par exemple, habituellement, quand on voit ces enfants-là, c'est peut-être avec des tumeurs de la peau. C'est, à part le côté santé, c'est aussi, voilà. Également, sur le plan sanitaire, il y a les problèmes ophtalmologiques. La réduction de la visibilité. Voilà. Mais à part ça, c'est tout un problème social également que l'albinisme draine. Ces personnes-là sont stigmatisées. Ces personnes-là, généralement, ce qu'on constate, dans un couple, ils ne s'attendaient pas à avoir un enfant albinos. L'enfant atterrit et il y a tout un mythe autour. Généralement, les personnes que nous accompagnons, vous allez voir, c'est seule la mère qui est le parent. C'est des familles monoparentales, parce que le monsieur, dès qu'il y a cet enfant-là qui est né, qui s'est retiré du mariage. Vous voyez? Donc, automatiquement, ça crée des difficultés pour cette dame-là, pour la prise en charge de son enfant. Dans la société, qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant ces enfants? Pour beaucoup, c'est des enfants anormaux, et donc c'est lié à la sorcellerie. Ça fait que même pour aller à l'école, c'est difficile. Pour s'intégrer dans la société, c'est difficile pour ces enfants-là. Donc, tout ça là, forcément, mérite un temps soit peu de s'arrêter et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge ces enfants. Alors, comment lever le voile sur ce mythe-là concernant ces enfants albinos? C'est ce que fait la plupart des associations, et donc l'association que nous accompagnons également. C'est d'abord à travers la sensibilisation, parce que quand on n'est pas informé, ou bien on est mal informé, voilà, il y a beaucoup de choses à laquelle on pense, et donc ça donne libre cours à tous les dégâts possibles. À la spéculation donc, et voilà. autres. Donc, les associations que nous accompagnons font déjà dans la sensibilisation pour montrer qu'en fait, ça n'a jamais été un enfant sorcier, ce n'est pas un enfant, non, c'est un peu comme un enfant aurait pu être asthmatique, voilà, d'autres affections. Et donc, ce n'est pas un enfant qui est différent. C'est vrai, quand on voit cet enfant, c'est différent. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, il ne vous crée aucun tort, voilà. Donc il est important de plutôt voir dans quelle mesure. Parce que l'enfant a plus besoin de notre entourage. Comment faire pour le protéger de tout ce qu'il subit déjà naturellement. Et donc, voilà. Vous avez parlé de stigmatisation de ces enfants dans les communautés, surtout en Afrique. Alors, comment on peut comprendre ces comportements dans nos communautés? Il y a une histoire qui m'a attristé. Je voudrais bien partager ça avec nos auditeurs. L'association qui est Protopa à Tapamé accompagne les enfants, et je crois en 2019, il nous avait fait remarquer qu'il y a l'un des enfants, à peine 6 ans, qui avait, c'était un début de cancer de peau.
ça a pris complètement le visage de l'enfant. Et donc, dans un premier temps, quand le président nous a contactés, on a mis en alerte notre réseau pour voir si on peut lever une cagnotte pour aller au secours de cet enfant. Vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est pourquoi je disais que j'ai été traumatisé par cette histoire. À la fin, on se rend compte qu'en réalité, les parents n'ont jamais voulu qu'on traite l'enfant. Comment cela s'explique? Oui, c'est ça. C'est dit, quand tu donnes enfant, tu donnes naissance à un enfant albinos, déjà dans la communauté. Non, vous l'avez tout à l'heure, on dit que c'est un enfant dit sorcier. Voilà, c'était déjà très difficile pour eux, de le regard de l'entourage, où est-ce qu'ils sont, encore que les autres ils ont de leurs enfants qui sont albinos. Et donc, voilà, il y a le regard de la famille. C'est vrai qu'ils ont eu la chance, ils sont restés en couple. Mais déjà au sein de la famille, on dit, mais il n'y a jamais eu ça dans notre famille, où est-ce que vous vous êtes allé chercher? Donc il y a tout un mythe autour de ça qui a été, qui fait que ces enfants-là soient abandonnés. Donc vous vous rendez compte, on a mobilisé les fonds, on a demandé au monsieur de ramener son enfant à Lomé pour qu'on puisse le traiter à l'hôpital. Voilà, en tout cas, de faire un diagnostic pour voir exactement de quoi ça retourne, pour voir, voilà. Il nous a dit qu'il y a un féticheur au village qui s'en occupe déjà et qu'il sent que l'enfant commence par bien réagir. On a forcé à un moment. Vous vous rendez compte qu'après le petit est décédé, il n'a même pas eu le courage de nous annoncer que le petit est décédé. Et donc, c'est le président qui les accompagne, qui a fini par nous dire que, en réalité, c'est ce qu'il vit tous les jours, c'est que même les parents discriminent. Ils cachent ses enfants, ils ne veulent pas que les gens savent voilà, ils ont des enfants albinos. Et donc, vous voyez, c'est le droit de ces enfants-là qui sont violés, bafoués comme ça. Voilà. Et maintenant, vous avez parlé également de sensibilisation. Les sensibilisations ont commencé. On a constaté qu'il y a des associations comme les Cœurs d'Ange qui accompagnent d'autres organisations qui le font. Mais la sensibilisation est-elle suffisante sur le terrain, selon vous? Oui, ce ne sera jamais suffisante. Aussi longtemps qu'on ne continuera pas à déplorer cette situation. Il faut reconnaître aussi que les associations font avec les moyens dont elles disposent. Ce qui nous amène au-delà, c'est une question de droit, des droits de l'homme et peut-être aussi des enfants. Ce qui nous amène à être peut-être plus, autant que nous sommes, à être plus regardants, à s'investir davantage. Je sais que notre gouvernement, il le fait. La preuve dans le PND, tout comme les enfants qui vivent avec handicap, il y a les enfants albinos. Maintenant, je crois qu'on a besoin de faire davantage et ça questionne toute la société, aussi bien les gouvernants, que ce soit dans les collectivités, les mairies, voilà, jusqu'à la base. Est-ce que vous constatez que le gouvernement ou bien les autorités, le pouvoir public posent des actes envers ces enfants albinos? Oui, En fait, ce n'est pas c'est pas une façon de... La question vous a fait sourire, ça veut dire que vous avez cherché. Là, par exemple, pour le 13, parce que la journée internationale de l'albinisme, c'est le 13 juin. Le 13 juin passé, par exemple, puisque nous parlons de Tapamé, il y a Madame le maire de Tapamé qui s'est investie, qui a fait un speech allant dans ce sens pour appeler les uns et les autres. Je crois que même si ce n'est pas encore exactement ça, de plus en plus, ils sont conscients qu'il faut faire des choses, mais vous convenez avec moi que le chemin à parcourir reste encore long. Vous avez parlé de la journée de l'albinisme. Au niveau de l'action sociale, il n'y a pas eu de discours ou bien il n'y a pas eu de message. Voilà pourquoi nous posons la question. Est-ce que vous constatez que les pouvoirs publics posent des actes envers ces enfants?
là, en fait, c'est pas pour leur trouver des excuses. On nous dira que, ok, en fait, depuis un moment, avec le coronavirus, on est dans une situation exceptionnelle. Et donc, ok, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger un certain nombre de choses, mais là, ok, voilà. Je ne sais pas si... Mais au niveau local, j'ai été informé, en fait, je crois que je dois disposer même du speech de Madame le maire. Mais ça c'est spécifique. Mais au plan national, au niveau national, voilà. La journée de l'enfant africain, c'était le 16 juin, il y a eu des messages. Voilà pourquoi nous posions la question. Donc, nous saisissons cette occasion pour en appeler aux autorités de prendre en compte la question des enfants albinos. Avec beaucoup plus de conviction et d'engagement, ce qu'il faut déjà bien. D'accord. Alors, vous êtes sur Web Radio Djena dans Enou avec aujourd'hui Robert Hugues Yaouvi Nagbe, il est sociologue de formation et représentant de l'association Les Cœurs d'Ange. Nous évoquons la question des enfants albinos. Alors, les enfants albinos ont-ils un droit spécifique? Nous revenons donc au terme de notre émission. En fait, commencer par dire des droits spécifiques, c'est peut-être mettre beaucoup plus de discrimination, davantage de discrimination sur ces enfants. Moi, je crois que dans un premier temps, ils sont des hommes à part entière, c'est ça? Et donc, ok, voilà, nous, tout chacun de nous, nous avons des droits. Il y a les enfants qui ont leurs droits. Il faut déjà que je crois que les tests portant sur ces droits-là soient assez exhaustifs et qui couvrent presque tous les enfants. Si on commence déjà par appliquer, par respecter ces droits-là, je crois que... Le code de l'enfant prend en compte tous les enfants. Voilà. Maintenant, même si je ne dis pas que c'est spécifique, ils ont des besoins et c'est en fonction, voilà, c'est en fonction de ces besoins-là que ça en appelle. Sinon, ils ont des difficultés à aller à l'école, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que parfois on les accepte pas. Ça, tous les enfants ont droit à l'éducation, les enfants albinos y compris. Donc on ne peut pas dire en réalité que c'est des droits spécifiques là, mais la façon de travailler sur ces droits-là pour ces enfants-là, c'est ce qu'il faut regarder. Et donc, on ne va pas juste dire, d'accord, aujourd'hui, tous les enfants ont droit d'aller à l'école. Comment est-ce que qu'est-ce qui les amène à abandonner l'école? Et c'est là, peut-être qu'il faut regarder. Le plus souvent, c'est qu'on n'y croit pas en eux. On ne veut pas les envoyer. Quand on les envoie, ils font l'objet de moquerie des autres. Encore du fait de leur faible vision, il ne faut pas les mettre n'importe où dans la classe. Vous voyez? Il ne faudrait pas exposer ces enfants peut-être au niveau des fenêtres où le soleil peut avoir accès aux autres. Ou bien même ne pas l'éloigner trop du tableau. Également. Vous voyez? Donc, c'est peut-être sur ces plans-là, mais de toute façon, c'est des enfants... à un moment, il suffit juste que les mouches se posent sur leur peau, ça commence par développer des tumeurs. Donc là, c'est également le droit à la santé de l'enfant qu'il faut voir. Comme je le disais déjà, c'est que comme ces enfants-là sont abandonnés, c'est même plus difficile au seul parent qui est peut-être à la maman ou au papa. Voilà, de faire face aux besoins, de ces enfants-là. Ce qui demande parfois c'est une prise en charge partielle, mais carrément aussi une prise en charge totale. Ou même pour le manger de l'enfant,
il faut des gens qui apportent au quotidien. Donc, à ce niveau, on ne va pas parler. Les enfants, les enfants albinos n'ont pas un droit spécifique, mais ils ont des besoins spécifiques. Oui, c'est ce dont vous parlez. Oui. Vous préférez ainsi. Alors, parlons de l'éducation maintenant des enfants. Nous ne parlons pas du fait que l'enfant doit aller à l'école, mais l'éducation même dans la famille. Comment cette éducation doit être? Oui, ok. En fait, pour moi, l'éducation, ça doit déjà commencer parce que on a pu constater que ces personnes-là, à un moment, du fait qu'ils font l'objet de discrimination, de stigmatisation, s'isolent et ne développent plus l'estime de soi. Ok? Donc déjà, tout petit, on doit pouvoir développer, en fait, montrer suffisamment à cet enfant-là que, ok, voilà, ce n'est pas parce qu'il a une peau différente de celle des autres que il n'est pas humain comme les autres, pour que déjà tout petit cet enfant-là puisse développer, puisse s'aimer, être mis en confiance. Mais forcément il faut déjà lui montrer que voilà, peut-être pas forcément comme les autres, il peut pas s'exposer, il peut pas s'exposer. Alors si pour une raison ou une autre il faut forcément qu'il sorte, il faut mettre des chapeaux larges qui au moins couvrent le visage, si ça peut déjà couvrir aussi le corps. Il faut mettre des chemises à manches longues, le corps et tout. Voilà. Donc un certain nombre de... En fait, pour que l'enfant puisse comprendre, voilà, en s'exposant au soleil, vous aurez tel problème. Voilà, tel problème. Donc, forcément, c'est pas à tous les enfants on va dire ça, et donc c'est spécifique à l'enfant albinos. Voilà. Alors, combien d'enfants vous prenez en charge au niveau de votre organisation? Voilà, l'association Protopa couvre les plateaux, donc presque toutes les préfectures de la région des plateaux. Donc, ils ont pas mal d'enfants. On peut citer au moins plus de 200 enfants qu'ils réunissent régulièrement, à qui ils rendent visite, pour montrer à l'entourage aussi que ces enfants-là, ils sont des hommes, ils sont en fait humains comme des êtres humains, ils sont des enfants normaux. Voilà. Et donc, nous avons au moins plus de 200 enfants en charge. Et quelles sont les prises en charge que vous accordez à ces enfants, l'accompagnement? Voilà. C'est d'abord sur le plan sanitaire. Donc, c'est de voir dans quelle mesure, avec les moyens dont nous disposons, comment on peut faire une consultation dermatologique à ces enfants, faire des consultations ophtalmologiques à ces enfants. Mais au-delà de ça également, maintenant, comme je le disais, c'est des appuis qui vont au vivre pour appuyer la famille, qui va aux collectes de vêtements. Parfois, ils ont besoin de gel pour pouvoir se protéger contre les rayons du soleil. Voilà. Donc, il y a les prises en charge couvrent tout cela, en fait. Aujourd'hui, comment vous arrivez à mobiliser les fonds pour pouvoir accompagner ces enfants qui vivent avec cette maladie génétique? L'association Les Cœurs d'Ange est encore jeune. Je vous disais que c'est en 2019 qu'on a mis en place l'association après le mandat de la Miss. Voilà, bien après, puisqu'elle est Miss en 2016, je crois. Voilà. Maintenant, elle a un réseau formidable d'amis. Donc, on fait appel. On est parfois sur le web, comme vous l'êtes également. C'est des collectes sur Facebook, par exemple. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Qu'on lance, mais en précisant l'objet pour lequel on fait. Le 13 passé, on était allé appuyer, puisque l'association Protopa a saisi l'occasion pour faire comme une sensibilisation. Et sur l'impact de l'albinisme, mais également sur le coronavirus. Et donc, on a saisi cette occasion-là, on a
appelé les bonnes volontés qui sont venues en appui. Et donc, il y a eu des associations sœurs qui nous viennent en aide. Actuellement, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos actions? Au niveau de Cœur d'Ange par rapport à ces enfants, où est-ce que vous en êtes? Parce qu'il y a le coronavirus, on sait que vous avez vécu avec cette maladie, on vit toujours avec cette maladie, avec ses impacts sur vos actions. Mais où est-ce que vous en êtes dans vos plans? Voilà. Déjà, dans le cadre du coronavirus, nos 3 organisations, on a fait en sorte que toutes, qu'elles puissent quand même aussi donner une certaine visibilité pour parler à leurs bénéficiaires. Et donc, sur les 3, on a déjà 2. Une première qui on a fait dans de matériel de protection. De protection et autres. Une seconde à Tapabé, donc c'est les enfants albinos, le 13. La 3e association, je crois, ils ont prévu une sensibilisation le 25 juillet à l'université de Lomé. Donc, peut-être abordant les perspectives, la discussion avec les premiers responsables de l'association. L'association organise également des événements. Ils organisent la Miss Togo France Diaspora. Donc, ça, c'est au plan culturel. Hein. Voilà, donc c'est des occasions aussi pour... mobiliser les fonds pour les enfants. Voilà, pour mobiliser les fonds pour les enfants. Et donc, la Miss qui a été élue l'année passée, je crois que d'ici septembre, ils vont arriver pour qu'on puisse visiter un certain nombre d'associations et de faire encore la sensibilisation à l'endroit de ces enfants. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Quel engagement pour une meilleure protection des enfants albinos? Oui, ok. Si déjà on voit que même au sein de la famille, c'est difficile, je crois que l'engagement, c'est à plusieurs niveaux. Il faut déjà que vous, comme vous le faites, les organes de communication, les médias, puissent suffisamment alerter la population sur ce phénomène. Je crois que beaucoup de gens tendent à oublier. Certains même se demandent. Je me rappelle quand on était allé à Tapabé, on était parti avec quelques amis d'ici, et ils disent, mais ok, ils ont vu plus de 20 enfants et ils se sont étonnés. Pour eux, ils croyaient qu'il y avait même plus cette situation-là, tu vois. Donc, c'est dans la tête de beaucoup de gens, peut-être les gens pensent que voilà, ça n'existe plus, ça existe bel et bien, et c'est un phénomène qui est dramatique pour ces familles, donc qui nécessite un engagement à plusieurs niveaux, à commencer par les médias. Il faut que les médias puissent relayer suffisamment le parler phénomène, de la situation voilà, des enfants albinos ou bien des albinos. Voilà, recevoir ceux qui s'investissent dans ce secteur-là pour qu'ils puissent en parler. Naturellement et forcément, il faut déjà le leadership du gouvernement. Je saisis ce que vous avez dit pour faire appel au gouvernement de venir beaucoup plus en appui à ce qui se fait déjà au niveau des associations. Mais il faut que ça commence déjà dans la cellule familiale, au niveau de la famille, parce que si dans les familles, les gens continuent eux-mêmes pas à discriminer leur enfant, à penser que l'enfant qui est arrivé là, c'est un enfant bizarre, c'est un enfant sorcier, c'est difficile que d'autres personnes puissent vous venir en aide. Et on a perdu le petit crépin comme ça. Les gens avaient la volonté, mais déjà au sein de la famille... Les fonds étaient disponibles pour soigner cet enfant. C'était bien démarré, donc on pouvait l'amener, les tout premiers, faire le diagnostic. Mais malheureusement, donc l'engagement doit être au niveau familial aussi. Mais maintenant, ce que moi j'ai tiré comme leçon par rapport à cette situation-là, c'est que une chose est la famille, ok. Ce qui s'est passé, si la famille se rend compte que personne n'est au courant et qu'il n'y a pas des organisations de droit
de l'enfant qui puisse suivre cela et demander des comptes. Donc ça voudra dire que voilà, les parents peuvent continuer par bonnement maltraiter, discriminer, leur stigmatiser leur enfant, et le pire ne peut qu'arriver. Donc l'engagement doit être à plusieurs niveaux, dans la cellule familiale, dans la communauté, au niveau des autorités locales, mais surtout au niveau du gouvernement. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation des enfants albinos au Togo? Nous allons parler des chiffres parce que nous l'annoncions en début. En 2018, l'Association nationale des albinos évoquait un chiffre entre 467 et 1400, une personne atteinte de l'albinisme. Mais avec les enfants, quelle est la situation? Vous avez un chiffre au Togo? Ok, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait l'effort, mais ok, voilà. Même pour préparer cette émission, quand j'ai cherché les statistiques, ok, je n'ai pas trouvé des données, voilà, clairement comme ça. Mais nous savons au même moment que dans l'Afrique subsaharienne, l'OMS situe, il faut reconnaître que c'est un phénomène, j'allais dire une problématique rare, et donc dans l'Afrique subsaharienne, l'OMS estime une personne sur presque 15 000, voilà, une personne vivant avec albinisme. Une personne sur 15 000 atteintes. Voilà. Non, ok, c'est dit, si on prend une population de 15 000 personnes, c'est une seule personne qu'on peut retrouver. Donc, mais ce n'est pas en fait, plutôt si c'est assez rare comme ça veut dire qu'on pourra rapidement circonscrire ça. Ce n'est pas quelque chose, on ne va pas dire un peu que c'est des milliers de gens et donc que la prise en charge pose un problème, que ça exige d'énormes financements. Si nous reconnaissons que c'est un phénomène rare, alors raison de plus que nous mettons la main ensemble pour circonscrire ce phénomène. Donc vous n'avez pas trouvé d'études réalisées au Togo pour pouvoir avoir le nombre d'enfants? C'est pas en bonne connaissance. D'accord. Alors pour finir, encore une fois, pourquoi lever le voile sur le mythe autour des enfants albinos? Oui, parce qu'il y a violation des droits des enfants, et donc c'est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'on continue pas impunément à violer les droits de ces enfants. Donc forcément, c'est une occasion également de rappeler que le phénomène existe et que voilà, on ne peut pas se taire là-dessus. Il va des droits de nos enfants. Et c'est pas négociable, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Robert Hugues Yaovi Nagwe, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Apeda. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation, représentant de l'association Les Cœurs d'Ange. Ainsi s'achève et nous d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo, mise en ligne Rémi Moupati. À très bientôt.